Imaginez un seul missile mobile sur route, lancé depuis l'arrière d'un camion, quelque part, sur le plateau iranien. Il voyage à 20 fois la vitesse du son, traverse des frontières internationales en moins de 15 minutes et arrive sur sa cible avec une ogive assez puissante pour raser toute une installation militaire. Maintenant, imaginez non pas un missile, mais 50. C'est le scénario que les planificateurs de défense à Tel Aviv, à Washington et dans chaque capitale de l'OTAN modélisent discrètement en ce moment. Non pas parce que cela s'est produit, mais parce que la distance stratégique entre l'impossible et le plausible s'est effondrée plus vite que presque tout le monde l'avait prévu. Et l'acquisition par l'Iran d'une capacité de classe Hwasong, un 7 représenterait le changement le plus lourd de conséquences dans l'équilibre stratégique du Moyen-Orient depuis une génération. Restez avec moi, parce qu'il ne s'agit pas ici d'un simple système d'armes. Il s'agit d'une transformation fondamentale des règles de la dissuasion régionale. Et aussi de la question de savoir si une architecture défensive actuellement déployée au Moyen-Orient est réellement conçue pour absorber ce que cette transformation implique. Nous allons avancer par couches. D'abord, ce qui est réellement rapporté au sujet de la relation militaire entre l'Iran et la Corée du Nord. Qu'est-ce qui est confirmé? Qu'est-ce qui est évalué? Et qu'est-ce qui demeure incertain? Ensuite, ce qu'est vraiment le Hwasong, un 7, ce qu'il peut faire et pourquoi son éventuel transfert à une puissance régionale représente un changement de catégorie plutôt qu'un simple ajout quantitatif. Puis, la question cruciale que le titre pose directement, si l'Iran devait déployer des armes de classe ICBM-C, à dire des missiles balistiques intercontinentaux contre des infrastructures militaires israéliennes, à quoi ressemblent réellement les calculs pour les systèmes défensifs de Tsahal, l'armée israélienne, et enfin où cette situation stratégique se dirige vraiment les scénarios réalistes, pas les versions simplifiées. Mais d'abord, il faut comprendre quelque chose que la plupart des couvertures médiatiques autour de ce sujet ont complètement manqué. L'histoire de l'acquisition par l'Iran d'une capacité de missiles stratégiques auprès de la Corée du Nord n'a pas commencé la semaine dernière. Elle a commencé il y a 40 ans. Et comprendre cette histoire est la seule façon de comprendre pourquoi la situation actuelle est aussi sérieuse. Nous sommes en 1985. L'Iran est engagé depuis 2 ans dans une guerre d'usure contre l'Irak. Ses villes sont frappées par des missiles Scud fournis par les soviétiques. Son armée combat sans supériorité aérienne. Et la communauté internationale, y compris la plupart des gouvernements occidentaux, soutient activement Bagdad ou maintient une neutralité prudente. La conclusion que l'Iran tire de cette expérience est permanente et elle a façonné toutes les décisions stratégiques qui ont suivi. Aucune puissance extérieure ne pouvait être digne de confiance pour assurer la sécurité iranienne. Le seul moyen de dissuasion qui fonctionnait était une capacité indigène. Des armes développées et détenues par l'Iran pour l'Iran, peu importe ce que le système international en disait, la Corée du Nord est arrivée à une conclusion parallèle à travers une expérience parallèle. Des décennies de présence militaire américaine dans la péninsule. L'observation que les États qui avaient abandonné leur programme d'armes stratégiques, la Libye étant le cas le plus instructif, avait tendance à mal finir. Le jugement à Pyongyang était identique au jugement à Téhéran. Une capacité détenue de façon indigène, sous sanction si nécessaire, était la seule forme fiable de survie nationale. Ces 2 conclusions, atteintes indépendamment, sont devenues le fondement de l'un des partenariats stratégiques les plus importants et les moins examinés des 4 dernières décennies. Cette coopération n'est pas théorique, elle est documentée. Des rapports de groupes d'experts des Nations Unies, couvrant plusieurs années, ont retracé le transfert de technologies de missiles balistiques, de composants et d'expertise technique entre la Corée du Nord et l'Iran. Les évaluations du renseignement américain et sud-coréen ont confirmé cette relation. Des journalistes d'enquête ont retracé les réseaux financiers et logistiques par lesquels cette coopération fonctionne. La relation militaire entre l'Iran et la Corée du Nord est l'un des partenariats de prolifération les plus solidement documentés au monde. Ce qui a changé ces dernières années, c'est l'échelle et le degré de sophistication des transferts. La coopération initiale portait sur des systèmes de missiles balistiques à courte et moyenne, portés dérivés du Scud, qui ont donné à l'Iran sa première capacité de frappe balistique, sans toutefois être des bouleversements stratégiques au niveau régional. Avec le temps, cette coopération a évolué. Expertise technique dans les systèmes de guidage,
technologie de propulsion, conception de véhicules de rentrée, l'effet cumulatif de ces transferts combinés au programme de développement indigène de l'Iran a produit l'arsenal de missiles que l'Iran déploie aujourd'hui, un programme qui s'est élargi en portée, en précision et en capacité de charge utile sous chaque régime de sanctions imposé contre lui. La question qui est maintenant posée, et c'est une question sérieuse parmi les analystes qui suivent ce dossier, est de savoir si la prochaine phase de cette coopération implique une technologie de classe Hwasong. Pas nécessairement des systèmes complets, prêts au combat, transférés du jour au lendemain, mais le savoir-faire technique, les composants et la capacité de fabrication qui permettraient à l'Iran de déployer une arme de classe ICBM selon ses propres conditions, dans son propre calendrier. Les premiers signes provenant de plusieurs flux de reportages suggèrent que cette conversation est en cours. Savoir si elle a produit des transferts matériels de l'ampleur évoquée dans certains cercles de contenu est une question différente et beaucoup plus contestée. Pour comprendre pourquoi le transfert potentiel de la technologie Hwasong incite compte stratégiquement, il faut comprendre ce que ce système représente réellement. Pas la version simplifiée, mais la réalité opérationnelle. Le Hwasong 1-7 est le plus grand missile balistique intercontinental mobile sur route de la Corée du Nord. Avec une longueur d'environ 24 mètres et un poids, au lancement que les analystes estiment à plus de 100 tonnes, il fait partie des plus grands missiles stratégiques mobiles sur route jamais déployés par un État. Cette échelle physique n'est pas accidentelle. Elle reflète une philosophie de conception stratégique précise. La Corée du Nord a construit ce système pour un objectif principal, exposer le territoire américain à un risque dans des conditions où les États-Unis pourraient autrement croire pouvoir frapper la direction nord-coréenne sans subir de conséquences sur leur propre sol. Le Hwasong 1-7 est une arme de dissuasion. Il est conçu pour survivre à une première frappe grâce à sa mobilité, pour être lancé dans des conditions de représailles et pour livrer une charge nucléaire à des cibles situées à une portée intercontinentale. Ces priorités de conception produisent des caractéristiques techniques précises qui comptent énormément lorsqu'on se demande si ce système pourrait être employé de manière conventionnelle contre des cibles militaires régionales. La capacité de charge utile du Hwasong 1-7 est substantielle, conçu pour accueillir des véhicules de rentrée à ciblage indépendant multiples ou MIRV. Cela signifie qu'un seul missile peut être configuré pour livrer des ogives vers des points d'impact distincts. Dans un contexte de dissuasion nucléaire, cette capacité est décisive. Dans un contexte de frappe régionale conventionnelle, la question pertinente est différente. Quelle est la précision de ces ogives à des portées opérationnelles contre des cibles militaires ponctuelles durcies? Et ici, la réponse honnête est incertaine. Et cette incertitude compte. Les essais d'ICBM nord-coréens ont démontré une portée suffisante et un contrôle général de trajectoire permettant de valider la mission de dissuasion du système. Ce que les analystes indépendants n'ont pas pu vérifier, c'est l'écart circulaire probable, la mesure de précision à pleine portée opérationnelle dans des conditions de combat. Les évaluations varient. Certains analystes estiment que le système peut atteindre une précision suffisante pour de grandes cibles de zone avec des ogives conventionnelles. D'autres l'estiment beaucoup moins précis que ne le suggère le récit de frappe de précision. Cette distinction est cruciale. Un missile dont l'écart circulaire probable est de plusieurs centaines de mètres, portant une grosse ogive conventionnelle, peut endommager de manière significative une installation militaire majeure. Un missile dont l'écart circulaire probable se mesure en kilomètres, portant une ogive conventionnelle, ne peut pas détruire de façon fiable des cibles ponctuelles durcies, quelle que soit sa portée. La vérité, à ce stade de l'information disponible, est que la précision de frappe conventionnelle du Hwasong 1-7 contre des cibles militaires spécifiques n'a pas été démontrée empiriquement. Ce qui a été démontré, c'est sa capacité de dissuasion stratégique. Et cette capacité à elle seule explique pourquoi son transfert potentiel à un acteur régional est traité comme une préoccupation sérieuse par les planificateurs de défense dans toute la région. C'est la question que le titre pose directement. Et elle mérite une réponse directe, fondée sur ce que l'on sait réellement de l'architecture défensive israélienne, plutôt que sur des affirmations simplifiées de faillite totale ou de protection parfaite.
Israël exploite le système de défense antimissile le plus stratifié actuellement déployé par tout pays en dehors des États-Unis. Ce système comprend plusieurs niveaux conçus pour intercepter des menaces à différentes altitudes et portées. Iron Dome traite les roquettes et l'artillerie de courte portée, la Fronde de David intercepte les missiles balistiques de moyenne et longue portée, et Arrow, plus précisément Arrow 3, le niveau supérieur, est le système conçu pour intercepter des missiles balistiques à des altitudes exoatmosphériques pendant la phase intermédiaire de leur vol. Arrow 3 est le seul système dans l'inventaire actuel d'Israël théoriquement capable d'intercepter une menace de classe ICBM. Le défi opérationnel dans la défense contre des armes de classe ICBM n'est pas une question de volonté ou de préparation, c'est une question de physique et de mathématiques d'inventaire. Une arme de classe ICBM, dans sa phase terminale, se déplace à des vitesses approchant Mach 20. La fenêtre d'engagement pendant la phase intermédiaire, là où Arrow 3 intercepterait idéalement la menace, se mesure en secondes par cible. Coordonnées de multiples tentatives d'interception contre une salve simultanée d'une certaine ampleur comprime ces fenêtres d'une manière qui met sous tension même des systèmes de commandement et de contrôle sophistiqués. La question de l'inventaire est tout aussi importante. L'inventaire total d'intercepteurs Arrow 3 d'Israël, accumulé au fil de plusieurs années de production, est évalué par des analystes en source ouverte à un niveau inférieur à ce qui serait requis pour une défense à forte confiance contre une salve ICBM de grande ampleur. Si des configurations Mervé sont employées, ce qui signifie que chaque missile entre en libère plusieurs ogives manœuvrantes de façon indépendante, le nombre d'intercepteurs requis se multiplie par chaque ogive plutôt que par chaque missile. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Cela signifie que l'architecture défensive israélienne, telle qu'elle est actuellement configurée, n'a pas été conçue pour absorber une attaque de classe ICBM à grande échelle. Elle a été conçue pour un environnement de menaces comprenant des missiles balistiques de courte et moyenne portée, la menace réelle que l'Iran était évalué comme capable de déployer, la frappe directe iranienne d'avril 2024 contre le territoire israélien, qui impliquait une combinaison de missiles balistiques, de missiles de croisière et de drones, a été largement absorbée par l'architecture défensive. Mais cette frappe impliquait des missiles balistiques de classe Shahab et Emad, des systèmes régionaux, pas des armes de classe ICBM. L'importance stratégique de l'introduction d'armes de classe ICBM dans cet environnement de menace n'est pas que la défense devienne impossible. La technologie défensive continue de se développer. Les systèmes américains, y compris les moyens navals équipés d'Aegis, fournissent une capacité additionnelle à laquelle Israël pourrait accéder dans certaines conditions. Mais l'architecture actuellement déployée ferait face à un défi matériellement différent contre des armes de classe ICBM que contre les systèmes qu'elle a été dimensionnée pour vaincre. Cet écart entre l'environnement de menace pour lequel la défense aérienne israélienne a été optimisée et l'environnement de menace que créerait une capacité de classe ICBM dans la région constitue la véritable préoccupation stratégique. Et c'est une préoccupation que les planificateurs de défense cherchent activement à traiter par l'expansion de la production d'intercepteurs Arrow, par une coopération de défense américaine plus profonde et par le développement continu de capacités d'interception de prochaine génération. Mais ce n'est qu'une partie du tableau. Lorsque les analystes et les planificateurs de défense parlent des implications stratégiques de l'entrée d'une capacité de classe ICBM au Moyen-Orient, ils ne parlent pas simplement de la question tactique de savoir si des bases particulières peuvent survivre à des frappes particulières. Ils parlent d'architecture de dissuasion. Depuis plusieurs décennies, la doctrine stratégique israélienne repose sur un ensemble d'hypothèses au sujet de l'environnement de menaces auquel Israël fait face. Ces hypothèses incluent la capacité iranienne de frapper le territoire israélien avec des missiles balistiques régionaux, une capacité réelle et démontrée, mais pas avec des armes de classe ICBM. Cette distinction compte parce qu'elle façonne la doctrine de ciblage, l'investissement défensif, la planification des alliances et le calcul d'escalade qui détermine comment les conflits commencent et se terminent. Lorsqu'une nouvelle capacité entre dans un environnement stratégique, elle ne change pas seulement l'équilibre militaire immédiat.
Elle change les hypothèses sur lesquelles repose chaque autre calcul stratégique. Chaque acteur de la région, pas seulement Israël, pas seulement l'Iran, doit recalculer son évaluation de ce qui est possible, de ce qui est dissuadé et de ce qui ne l'est pas. D'un point de vue stratégique, ce recalcul a déjà commencé. Les reportages sur la coopération militaire entre l'Iran et la Corée du Nord, peu importe exactement ce qui a ou n'a pas été transféré, sont déjà entrés dans les hypothèses de planification des établissements de défense régionaux. La question n'est plus de savoir si une capacité de classe ICBM dans la région est concevable. La question est de savoir comment gérer l'environnement stratégique pendant que cette capacité se développe. Ce que cette situation révèle aussi, c'est quelque chose à propos de l'architecture plus large de non-prolifération que la communauté internationale a construite sur 5 décennies. Les régimes de contrôle des exportations, les cas de sanctions, les résolutions de l'ONU, ces instruments n'ont pas été sans effet. Ils ont imposé des coûts, ils ont ralenti des calendriers, mais ils n'ont pas empêché des États déterminés de développer ou d'acquérir des capacités avancées. La Corée du Nord possède des armes nucléaires et des missiles de classe ICBM. L'Iran possède une capacité régionale de missiles balistiques qui s'est continuellement élargie sous des sanctions globales. La leçon que chaque acteur régional tire de ce schéma, et qu'il tire prudemment, est que la relation entre capacité stratégique et pression des sanctions n'est pas aussi simple que les architectes de ces sanctions l'avaient supposé. Je veux être direct sur les trajectoires réalistes à partir de maintenant, et je veux être tout aussi direct sur le fait qu'il s'agit d'évaluation analytique plutôt que de prédiction. Le cours réel des événements sera façonné par des décisions qui n'ont pas encore été prises et par des développements qui ne sont pas encore visibles. Le premier scénario est une compétition stratégique gérée avec une escalade contenue. Dans cette trajectoire, la coopération entre l'Iran et la Corée du Nord continue de se développer. La capacité iranienne s'élargit graduellement et les acteurs régionaux, y compris Israël, les États du Golfe et les États-Unis, continuent d'ajuster leurs investissements défensifs et leur posture de dissuasion pour tenir compte de l'environnement de menaces changeant. Le conflit se produit au niveau des mandataires et des frappes limitées, mais il est contenu par la reconnaissance mutuelle qu'une escalade à grande échelle comporte des coûts qu'aucune partie ne peut absorber. Cela a été le modèle opérationnel de la majeure partie de la dernière décennie. Cela demeure la trajectoire la plus probable à court terme, même si elle est plus fragile qu'auparavant. Le deuxième scénario implique une poussée d'investissement défensif qui change le calcul. Dans cette trajectoire, la discussion sérieuse sur les menaces de classe ICBM atteignant la région accélère les investissements américains et israéliens dans des capacités d'interception de prochaine génération, davantage d'intercepteurs Arrow, un déploiement élargi du THAAD, un développement accéléré d'options d'interception en phase de propulsion. La logique stratégique est que si l'environnement de menace change, l'architecture défensive doit changer avec lui avant que l'écart devienne opérationnel plutôt que théorique. Les premiers signes provenant des discussions américaines sur l'acquisition militaire suggèrent que certains éléments de cette trajectoire sont déjà en cours. Le troisième scénario est une erreur de calcul produisant une escalade non intentionnelle. C'est le scénario qui inquiète le plus les analystes sérieux, et il les inquiète non pas parce qu'il est l'issue la plus probable, mais parce que ses conséquences sont les plus graves. Les délais de décision comprimés d'un conflit à l'ère des missiles, l'implication de multiples acteurs étatiques et non étatiques, et la présence d'une ambiguïté stratégique au sujet des capacités et des intentions créent des conditions où une action voulue comme calibrée peut produire des réponses qui dépassent les limites attendues. Gérer ce risque exige des canaux de communication, des lignes rouges clairement comprises et de la retenue sous pression, dont rien ne peut être présumé acquis. L'évaluation de probabilité entre ces scénarios est réellement incertaine. Ce qui peut être dit avec confiance, c'est que les forces structurelles qui alimentent les trois sont réelles et se sont intensifiées. Voici ce que l'histoire du Hwasong 1.7, dépouillée des exagérations dans les deux directions, nous dit réellement.
La relation stratégique entre l'Iran et la Corée du Nord est réelle, documentée et a produit de véritables transferts de capacités sur plusieurs décennies. La phase actuelle de cette relation semble impliquer des discussions et potentiellement des transferts à un niveau plus sophistiqué que lors des périodes précédentes. Que cela inclut des systèmes ICBM opérationnels complets transférés à l'échelle de certaines affirmations virales n'est confirmé par aucune source crédible. Ce qui est confirmé, c'est une trajectoire de coopération qui, si elle se maintient dans le temps, pointe précisément vers ce type de développement de capacité. Le Hwasong 1.7 est un système d'armes véritablement significatif. Son introduction dans l'environnement régional de menace sous quelque forme que ce soit comme matériel transféré, technologie transférée ou savoir-faire transféré, représenterait un changement qualitatif dans le défi stratégique auquel font face les planificateurs de défense israéliens et américains. L'architecture déployée n'a pas été dimensionnée pour cette menace et l'écart entre la capacité actuelle et la capacité requise est réel et fait l'objet d'un travail actif. La question de savoir si les bases de Tsahal peuvent survivre à une frappe de classe ICBM n'appelle pas un simple oui ou non. Cela dépend de la taille de la salve, de l'inventaire défensif, de la géométrie d'interception et des systèmes précis disponibles. Ce qui est clair, c'est que la posture défensive actuelle ferait face à un défi matériellement plus difficile contre des armes de classe ICBM que contre les missiles balistiques régionaux qu'elle a été conçue pour vaincre. Et peut être plus important encore, la signification stratégique de cette situation dépasse largement toute frappe potentielle unique. Elle concerne les hypothèses sur lesquelles repose la dissuasion. Lorsque ces hypothèses changent, tout ce qui est construit par-dessus change avec elles. Ce processus est déjà en cours. La question qui devrait occuper la réflexion stratégique en ce moment n'est pas de savoir si un seul événement spectaculaire, survenu du jour au lendemain, a transformé l'ordre régional. C'est de savoir si l'accumulation plus lente, moins visible, de transfert de capacité, d'approfondissement des alliances et d'érosion de la dissuasion déplace la région vers un seuil que les cadres politiques actuels ne sont pas équipés pour gérer. C'est la question la plus difficile et elle n'a pas encore de réponse claire. Mais la conversation doit commencer par une compréhension exacte de ce qui est réel, de ce qui est évalué et de ce qui demeure incertain. Parce qu'une stratégie construite sur des affirmations exagérées dans un sens ou dans l'autre est une stratégie conçue pour échouer. Le prochain chapitre de cette situation s'écrit en ce moment dans des décisions d'acquisition militaire, des négociations d'alliance et des évaluations de capacité qui produisent rarement le genre de contenu qui circule en ligne. C'est précisément là que cela compte. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.